de commencer, je vais commencer par me présenter et présenter rapidement ce que font les nouveaux géants pour que vous puissiez situer dans quel contexte cette étude s'inscrit. Donc moi, je m'appelle Emeline, je travaille chez les nouveaux géants en tant que directrice de la recherche et de la prospective métier. Et les nouveaux géants, on s'est créé il y a 3 ans et demi avec pour objectif d'aider à concrétiser la transition écologique dans les entreprises. Et pour faire ça, notre activité historique, ça a été de créer un organisme de formation. Donc on fait des formations sur le sujet de transition écologique, avec la particularité de faire des formations par métier et donc d'accompagner les transitions des pratiques métiers en lien avec l'écologie. Euh, et, euh, et là, vous voyez une partie de notre catalogue. On accompagne donc les équipes de l'offre, de la finance, des services informatiques, etc. Sur les sujets qui les concernent, avec des formats variés. Donc, à ces métiers-là, il y en a d'autres avec des formats variés, allant d'une demi-journée à plusieurs mois, d'alliant du présentiel, du distanciel. Et puis avec la particularité de toujours mettre au cœur de la formation un projet réel de l'entreprise pour que les personnes travaillent sur un projet qui les concerne au quotidien en même temps qu'elles font la formation. Et on fait aussi du sur-mesure. Et plus récemment, il y a 1 an et demi, on a monté une activité de recherche. On fait de la recherche-action avec pour objectif d'éclairer l'évolution prospective des métiers sous l'angle de la transition écologique. Parce qu'on s'est rendu compte avec dans nos échanges avec nos interlocuteurs, qui peuvent être au métier, qui peuvent être à la RSE, qui peuvent être en RH aussi, qu'il y avait une interrogation en ce moment qui était une fois que j'ai sensibilisé tout le monde, ou que en tout cas je me suis sensibilisée, comment est-ce que derrière je viens me mettre en action au cœur de mon métier et donc là où j'ai mon plus grand potentiel d'action. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à mener l'étude il y a 1 an et demi, qu'on a commencé à mener l'étude de la transition écologique au cœur de chaque métier. Et pour vous donner un tout petit peu de perspective, c'est la première étude qu'on mène qui est sortie donc la semaine dernière. L'idée, c'est d'en mener d'autres et de développer aussi des outils utiles aux professionnels. Voilà, c'était la rapide topo d'introduction. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous présenter le rapport final qui est paru, donc je disais, mardi dernier, dans le sens où on a déjà fait un webinaire ensemble en octobre pour présenter les résultats du rapport intermédiaire. Donc, je vais aujourd'hui, je vais repasser assez rapidement sur la méthodologie pour que, en tout cas, tous ceux qui n'étaient pas là puissent comprendre le travail qui a été fait et se focaliser plus sur les résultats derrière. Je vais vous donner un aperçu de ce que vous allez pouvoir trouver dans l'étude. Et ensuite, je vais aller zoomer sur 3 métiers en particulier, ainsi que les évolutions communes à différents métiers. Et puis, on aura un temps d'échange à la fin. Et j'espère qu'entre-temps, Paul aura retrouvé son micro. Alors, pour la méthodologie, et puis si vous voulez me poser des questions, vous n'hésitez pas, il y a le chat, normalement, ça pop-up sur mon écran, donc voilà, n'hésitez pas. Pour la méthodologie, la problématique qu'on a cherché à traiter, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on vient transformer les métiers pour accélérer et concrétiser la transition écologique? Et donc, comment, à l'échelle de l'entreprise, on passe de la sensibilisation à la mise en action, de la définition d'une stratégie RSE à son opérationnalisation, et à l'échelle individuelle, de la prise de conscience à la mise en action dans son métier. En fait, on s'est rendu compte que pour faire ça, on avait une chaîne de connaissances en lien avec la transition écologique qui avait plusieurs niveaux de granularité. Et il y avait une connaissance qui était accessible à tous et comprise en général par tous, et qui était plutôt généraliste. Et à côté de ça, une connaissance qui était très pointue, mais qui était accessible uniquement à des spécialistes. Et donc, pour transformer les métiers, on avait besoin d'une connaissance un peu intermédiaire, accessible à un grand nombre de personnes, mais relativement précise pour se mettre en action sur le terrain. Et donc, c'est à ce besoin de connaissance-là qu'on a cherché à répondre avec l'étude. Pour faire ce travail-là, on est allé chercher une expertise méthodologique et une expertise terrain. Donc, on a eu la chance d'avoir quelques partenaires, dont les collectifs. Le C3D, donc, qui est le Collège des directeurs du développement durable, Jobs That Make Sense, qui est une plateforme pour trouver un emploi à impact positif, et le CROSIS de la CCI de France, qui est un observatoire d'économie. Et l'étude a mobilisé plus de 200 participants, du coup, depuis 1 an et demi. L'étude, elle se destine à, évidemment, toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet de la transition écologique des métiers, mais on va avoir 2 types de contenus qui vont s'adresser en particulier, conçus pour en particulier 2 audiences privilégiées. On a des contenus qui sont transverses, donc plutôt à l'échelle de l'entreprise, qui se destinent donc aux personnes qui sont en charge de penser la transition des métiers à l'échelle de l'entreprise, donc plutôt un plan de transformation. Donc selon les entreprises, ça va s'adresser plutôt au DG, à la RSE ou au RH. Et on a des contenus par métier,
qu'on a vraiment essayé de rendre pratique et utilisable pour des personnes dans les métiers, donc, mais que ce soit aux directions, mais aussi toutes les personnes qui sont dans les équipes et qui veulent faire changer leur métier. Quelques mots pour vous situer l'étude par rapport aux autres études qui existent sur l'évolution du marché de l'emploi dans la transition écologique. Parmi toutes ces études-là, on va trouver des études quantitatives qui cherchent à quantifier l'évolution du besoin de main-d'œuvre dans les différents secteurs. Et on trouve des études qualitatives qui cherchent à qualifier ce besoin de main-d'œuvre. Et donc l'étude qu'on a menée, c'est une étude qui est vraiment qualitative puisqu'on vise à faire la prospective des différents métiers. Et dans les études qualitatives, on va trouver des études sectorielles et des études cross-sectorielles et des études sur les nouveaux métiers. Tout comme la transition digitale a créé des nouveaux métiers, comme par exemple le métier de data scientist, la transition écologique va créer des nouveaux métiers aussi. Donc on a des études là-dessus et on a des études sur les métiers existants et leur évolution dans ce cadre-là. Et donc pour notre étude, on a choisi d'axer notre recherche sur l'évolution des métiers existants et qu'on retrouve dans tous les secteurs. D'une part parce que la plupart des études qualitatives sont sectorielles et en fait ils passent sous silence ces métiers-là et donc ils sont jamais traités. Et aussi parce que si tous les métiers que vous voyez, donc la R&D, la supply, la vente, juridique, etc., sont des métiers qui sont extrêmement importants pour la transition puisqu'ils ils viennent supporter notamment ils permettent surtout la transition de tous les autres et qui voient pas forcément toujours leur rôle dans la transition écologique. Voilà. Et pour finir sur le côté très méthodologique, on a donc fait un état des arts, un état de l'art bibliographique, de nombreux entretiens avec différents profils, donc des experts de la transition des modèles d'affaires, des responsables RSE et des personnes dans les métiers, donc à la fois des personnes qui exercent le métier de manière, on va dire traditionnelle, mais en tout cas le métier tel qu'il est exercé aujourd'hui, des personnes qui sont à la pointe de l'évolution de leur métier et qui ont fait vraiment shifter leur pratique vers pour intégrer de la RSE et des experts métiers. Et puis des ateliers d'intelligence collective, on en a fait un par métier, avec également des profils métiers variés. Si jamais vous avez des questions sur la bibliographie et sur la méthodologie, n'hésitez pas à les poser. Alors, pour vous donner un aperçu global de ce que vous trouverez dans l'étude. Donc, je vous ai dit, vous avez des parties transverses et des parties par métier. Dans les parties transverses, on a une partie sur le pourquoi de la transition écologique des métiers, et en particulier pourquoi est-ce que la transition écologique, qui est aujourd'hui portée soit par des métiers de la RSE, soit par des métiers verts, en fait, concerne tous les métiers au cœur de leur mission. Donc ça, c'est un peu un argumentaire de pourquoi est-ce que la transition écologique des métiers est nécessaire. Et ensuite, on a deux parties sur, concrètement, une fois qu'on s'est posé cette nécessité, comment est-ce qu'on s'y prend pour planifier la transition des métiers, notamment d'une part pour prioriser les transformations des différents métiers, puisqu'on a plus d'une vingtaine de métiers dans l'entreprise et on n'a pas les ressources pour les modifier tous en même temps. Et d'autre part, pour venir identifier les évolutions attendues et souhaitables pour chaque métier. Et donc, pour ça, on propose deux méthodologies que nous, on a utilisées en tout cas dans l'étude. Et notamment pour la partie sur l'identification des évolutions, ça nous a paru important de la partager parce qu'on s'est rendu compte que c'était à la croisée de différentes expertises, qui sont notamment la prospective stratégique, la durabilité, des compétences métiers et de l'ingénierie pédagogique, en tout cas des compétences RH. Et donc, on a proposé cette méthodologie comme un socle de travail pour pour un groupe qui regrouperait ces compétences-là. Et ensuite, on a partagé, puisque ça nous faisait vraiment demander d'avoir des choses très concrètes dans l'étude, 11 fiches métiers. Alors, une fiche métier, c'est environ 20 pages, donc c'est une mini-étude. 11 fiches métiers dans lesquelles on aborde 3 choses. La première, c'est plus précisément pourquoi ce métier-là doit évoluer. Et là-dessus, on vient cadrer, on vient mettre en évidence les risques et les impacts spécifiques à ce métier-là. On partage l'avis des responsables RSE et des spécialistes de la transition des modèles d'affaires sur pourquoi ce métier peut être considéré comme prioritaire. Et ensuite, vous avez la partie qui est la plus conséquente, qui est la transition écologique du métier. Donc, on vient faire un comparatif des missions aujourd'hui et des missions souhaitables. Et on propose une évolution de KPI, des KPI de performance métier, puisque si on fait évoluer les missions sans faire évoluer la manière dont on encourage les personnes à travailler, il ne va pas se passer grand-chose. Et pour finir, on a une section qui est vraiment destinée à la mise en action et en tout cas
pour les personnes qui veulent se mettre en action et qui veulent devenir autonomes sur ce sujet-là, on a recensé donc des compétences et des connaissances, enfin on a fait un socle de compétences et de connaissances pour que les personnes sachent quoi chercher si elles veulent transformer leur métier. Et on flèche des ressources accessibles facilement en ligne ou ou des livres, en tout cas des choses qui sont facilement accessibles. Et aujourd'hui, on va pas revenir sur le pourquoi et le comment, puisque on l'a déjà fait en partie dans le précédent webinaire. Et on vous enverra dans la suite, suite à la conférence, on vous enverra le lien de ce replay-là et aussi le lien du replay de l'événement de publication qu'on a fait le 21 novembre, dans lequel vous aurez des éléments sur ces choses-là. Aujourd'hui, on va plutôt s'axer, on a fait le choix avec Paul d'axer la conférence sur sur l'évolution de 3 métiers pour que ce soit très concret pour vous. Alors, hop. Et on va commencer par les métiers de l'offre et de la conception produit. Et alors, ce qu'on aime bien faire chez les Nouveaux Géants, c'est des interactions dans les conférences qu'on fait. Donc, en fait, je vais vous scinder en binôme. Donc, vous êtes 21. Donc, je vais vous scinder en binôme. Et je propose de prendre 3 minutes pour parler entre vous, pour réfléchir quelles sont, selon vous, les évolutions qui attendent les métiers de l'offre et de la conception produit dans le cadre de la transition écologique. Si c'est pas clair, c'est le moment de poser une question puisque je vais vous envoyer en sous-groupe. Alors, salon, je vais en faire. Je vais en faire. Et je vous mets 3 minutes dessus. Hop, voilà. Et bien, c'est parti. On se retrouve dans 3 minutes. Alors, pour les personnes qui seraient arrivées entre-temps, sont actuellement en sous-groupe de 2 personnes et ils reviennent dans 2 minutes pour la suite. Juste, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Moi, j'étais envoyée dans le sous-groupe 5, mais il n'y a personne. Ouais. Il y a eu des petits couacs. Peut-être que comme on n'est pas nombreux là dans cette salle-là, si vous voulez discuter entre vous ici, faites-le ici du coup. Peut-être Ça Clémence, marche. si vous avez des idées. Ça Bonjour, moi, c'est marche. Sophie, c'est pareil, j'étais dans le groupe 8 et il y avait personne d'autre. Voilà, je vous invite Bonjour. du coup à partager ici. Pas de souci, merci. Oui. Bonjour Sophie, enchantée. Bonjour, comment tu t'appelles? Pardon, j'ai pas. Moi, c'est Clémence. Bonjour Clémence. Il y a quelqu'un d'autre dans ce qui est resté là ou pas? Il y a quelques personnes, mais je pense qu'elles sont pas actives. Elles sont pas actives, d'accord. Ok. Ça marche. C'est pas encore entre nous deux? Oui, très bien. Donc, est-ce que vous avez des idées sur les évolutions? Ah bah oui, parce qu'en fait, moi je travaille chez Michelin à la R&D et du Ouais. coup sur la conception produit, on est en plein dedans en fait. Mhm. À la fois, on veut concevoir un produit qui soit complètement durable, mais Mhm. aussi pour que nos métiers et nos modes de fonctionnement s'inspirent avec des nouvelles méthodes et des nouvelles façons de faire. Ouais, complètement. Ouais. Et vous? Oui, tout à fait. De mon côté, je suis dans l'horlogerie et sur la partie durabilité. Et on engage, on met en place pas mal de choses pour engager justement les collaborateurs sur ces problématiques, notamment l'éco-conception, le type de matière à utiliser, les
Et puis les fournisseurs et finalement d'essayer d'encourager les experts métiers à faire des choix plus Avisé, ouais. Voilà, exactement. Pareil, nous, c'est Alors, éco-conception, Sophie, Clémence, ACV. Ouais. je crois que tout le monde est revenu. Ah, bah parfait. Les 3 minutes sont passées, donc je vais continuer. Okay. Mais en tout cas, si jamais derrière vous voulez continuer à échanger, vous le pourrez. Merci. J'espère que vous avez eu plein d'idées comme Clémence et Sophie. L'idée là, c'est que je vous partage les évolutions qu'on a vues dans l'étude. Je vous en partage une partie. Évidemment, si vous voulez avoir tous les détails, je vous inviterai à consulter cette partie-là de l'étude. Ce qu'on a essayé de faire, c'était déjà de résumer en une phrase en quoi ça consiste aujourd'hui le métier de l'offre et le métier de la conception de produits, et donc qu'est-ce que ça pourrait signifier demain. En une phrase, c'est des métiers qui sont aujourd'hui chargés de développer et de promouvoir une gamme et permettant de répondre aux besoins des clients de manière performante, innovante et rentable. Et aujourd'hui, ils font face à 2 enjeux. L'un est de réduire l'impact des produits et l'autre va être d'accompagner l'évolution des modes de vie, notamment en mettant à disposition des outils, des produits et des services qui le permettent. Et donc, on va avoir un enjeu d'aller questionner les besoins, d'éco-concevoir, d'engager plus de parties prenantes et d'allier un critère de soutenabilité aux critères de performance et d'innovation, etc. Pour rentrer dans le détail de ça, ce que je vous propose d'abord, c'est de faire un rapide tour de ce qu'est le quotidien de ces métiers-là aujourd'hui, puisque peut-être que vous n'êtes pas tous familiers avec ces métiers-là. Je vais essayer de faire ça rapidement pour passer plus de temps sur l'évolution de ce métier-là. En tout cas, les métiers de l'offre et de la conception de produits, ils ont au moins 3 pans de mission principaux. Le premier pan va être de la gestion de gamme. Donc, une gamme, c'est un ensemble de produits et ça consiste dans beaucoup d'analyses de performance et dans la gestion en tout cas, on parle du dimensionnement d'une gamme, savoir combien est-ce qu'on met de références différentes dans une gamme, combien d'articles on prend par référence, etc. Donc, en tout cas, dimensionner et la diversité aussi des articles qui sont dedans. Le développement de produits, c'est un processus qui est assez cadré et qui est assez partagé dans différentes entreprises, qui va de l'étude du besoin des clients, ensuite, face à ce besoin-là, on va définir des fonctionnalités que le produit doit respecter. On va les prioriser parce que souvent il y en a un certain nombre et on les priorise souvent au vu des gains business que ces fonctionnalités peuvent apporter et en arbitrant avec la complexité et en tout cas les efforts à mettre en œuvre pour obtenir ces fonctionnalités-là. Ce qui permet d'établir un cahier des charges qui recense globalement les exigences, enfin tout ce que doit permettre le produit et les exigences de performance que ce produit doit passer. Et puis ensuite, on a des phases de design et de conception dans lesquelles on vient dessiner, dimensionner et modéliser les pièces. Une phase de prototypage dans lequel on fait un premier produit vraiment physiquement et on vient vérifier qu'il est conforme à la modélisation qu'on voulait et qu'il passe tous les tests de performance. Une fois que le prototype est validé, on a une phase de déploiement dans laquelle on vient produire une première série, puis une deuxième, et donc mettre en place tous les process et les moyens de production. Et puis s'ensuit un suivi de la réussite de ces produits-là. Et c'est des métiers qui ont aussi un point de communication. Donc, soit c'est des équipes qui ont des chargés de communication commerciale au sein de leur équipe, soit ils travaillent étroitement avec les équipes de communication, puisqu'il s'agit d'aller transmettre toutes les informations sur les offres à ces équipes qui puissent faire la publicité, mais aussi tout ce qui va être packaging ou information qu'on délivre en magasin. Donc, je disais que le premier l'enjeu principal pour ces métiers-là, c'est de venir réduire l'impact des offres et des produits. Et donc, pour ça, il y a déjà une première étape qui va être qu'on a besoin de connaître l'impact des produits et des gammes. Et donc, c'est des métiers qui vont soit être amenés à faire des ACV, donc des analyses de cycle de vie, et donc mesurer l'impact des produits sur l'ensemble du cycle de vie, soit à minima de fournir un certain nombre d'informations peut-être à la R&D ou à des personnes externes qui vont faire les analyses de cycle de vie, parce que c'est souvent ces équipes-là qui ont les nomenclatures produits. Ensuite, une fois qu'on connaît l'impact, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour réduire l'impact. Et en fait, ça va vraiment toucher chaque étape du processus que j'ai mentionné juste avant. La première chose, c'est déjà si je prends la ligne développer les produits, c'est déjà de questionner le besoin. Parce qu'aujourd'hui, les besoins sont souvent pris
comme donnée entrante. À partir du moment où on trouve une solution viable pour répondre aux besoins, alors on la met en œuvre. Il y a une nécessité, d'un point de vue transition écologique, de venir questionner le besoin, puisqu'en fait, dans une logique de raréfaction des ressources, on n'aura pas suffisamment de ressources pour répondre à tous les besoins. Donc, il va falloir prioriser les besoins. Et pour ça, on va aussi s'intéresser aux besoins sous-jacents. Donc, l'idée, c'est de dire, sous le besoin d'achat qu'on me dit, quel est l'usage souhaité et est-ce que je peux répondre à ce besoin-là d'une autre manière qu'avec un achat. Donc, vraiment d'aller creuser voilà, ce besoin apparent versus ce besoin sous-jacent. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on peut se dire j'ai besoin d'acheter une voiture. Et ça pourrait être un besoin exprimé. À l'inverse, en fait, le besoin que j'ai, c'est de me déplacer une fois par semaine pour aller à mon travail, par exemple, si je travaille 2 jours par semaine. Enfin, c'est un exemple, mais l'usage, c'est vraiment le déplacement et non pas l'achat d'une voiture. La deuxième chose qu'on va étudier sur le besoin, c'est sa durabilité, puisque si le besoin qu'on identifie est éphémère, par définition, le produit qu'on va produire il va être obsolète très très vite. Donc, d'interroger cette durabilité-là. Et ensuite, d'interroger l'alignement du besoin, notamment si on est capable de répondre aux besoins tout en restant aligné avec la raison d'être de l'entreprise et en restant dans l'espace sûr et juste des limites planétaires et du plancher social. Voilà, donc, il y a une première chose sur le besoin qui est vraiment d'aller questionner le besoin qui est exprimé pour un besoin de produit de la part du client. Il y a une deuxième chose qui va être d'aller chercher d'autres besoins et notamment d'aller explorer de manière proactive les besoins, les freins, les attentes de mes clients en matière d'écologie, puisque c'est pas forcément quelque chose qui va être spontanément exprimé. Et donc, les personnes à l'offre peuvent aller faire des questionnaires dédiés là-dessus, demander spécifiquement des retours là-dessus sur les personnes aux personnes qui sont au magasin. Et puis, une troisième chose qu'on peut faire au niveau des besoins, c'est d'aller explorer non seulement les besoins des clients, mais aussi les besoins d'autres parties prenantes. Et notamment, alors, c'est pas une exploration aussi tangible, mais au moins d'avoir en tête, quand on conçoit les fonctionnalités, les besoins du territoire, les besoins du vivant et les besoins des générations futures. Ensuite, on a donc on a des fonctionnalités et on essaye au plus dans cette logique de sobriété, de dimensionner les fonctionnalités exactement aux besoins et donc pas de faire des fonctionnalités qui soient superflues, qui soient surdimensionnées, qui répondent à trop de besoins par rapport à ce qui a été exprimé. Et pour la priorisation, l'idée c'est d'aller choisir certes en fonction de la complexité, de la faisabilité et des gains business, mais aussi d'intégrer un critère d'impact dans la priorisation des fonctionnalités, ce qui permet donc d'avoir dans le cahier des charges des fonctionnalités qui sont uniquement nécessaires, enfin vraiment le juste nécessaire des fonctionnalités, et qui sont poncées du point de vue de l'impact. Dans ce cahier des charges, on peut aussi intégrer des critères d'impact, et donc notamment des exigences vis-à-vis des fournisseurs, ou en tout cas vis-à-vis de nous-mêmes, si nous-mêmes on produit le produit derrière, des exigences, par exemple un montant d'émissions carbone, un taux de réparabilité, en tout cas voilà, des choses qui nous permettent de s'assurer que les produits vont vers plus de durabilité. Dans la phase de design, je crois que c'était Sophie et Clémence qui disaient tout à l'heure, elle parlait d'éco-conception. L'éco-conception, c'est une manière de réduire l'impact des produits, enfin l'impact de l'offre. L'éco-conception, donc c'est le fait de concevoir en s'intéressant à différents impacts, donc sur le changement climatique, aussi sur la biodiversité, sur l'eau, etc. Et ce, en prenant en compte toutes les phases du cycle de vie, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, et donc d'élargir voilà, cette vision-là du produit. Ça permet de faire des produits qui sont neufs et qui sont plus durables. Il y a d'autres leviers qui sont de faire des produits qui soit ne sont pas neufs, soit ne se sourcent pas à partir de neuf. Et donc là, on va essayer de développer tout ce qui va être économie circulaire ou économie de la fonctionnalité, et donc de proposer des offres qui s'inscrivent dans un autre modèle d'affaires. Et donc au maximum aussi d'éviter de produire des produits et de favoriser des services. Et pour finir, sur la communication, c'est un point qui est important. En fait, c'est un point qui va pas être fondamentalement modifié, mais qui va vraiment s'amplifier dans le sens où il y a un besoin. Les équipes de communication ont besoin de communiquer sur les impacts du produit. Ils ont besoin de sensibiliser les clients sur les enjeux sociaux et environnementaux, de rendre désirable de nouveaux modes de vie. Donc pour ça, ils ont besoin de toutes les informations pour comprendre comment l'impact a été réduit, quels sont les bénéfices du point de vue de l'impact de ce produit-là, et donc les équipes de l'offre et de la conception de produits vont avoir un enjeu à transmettre ces informations et aussi à apporter beaucoup de preuves
pour que on soit dans la communication responsable et non pas dans le greenwashing. Pour faire tout ça, on a donc besoin de nouvelles compétences. Donc là, je vous en ai mis 3, mais évidemment, vous en trouverez d'autres dans l'étude. Et donc, ça peut être la capacité à faire une étude d'impact qu'on intègre aux études de marché, la capacité à analyser les résultats d'une analyse de cycle de vie, puisque c'est ça qui nous permet de savoir si des décisions prises permettent réellement ou non de réduire l'impact d'un produit, et potentiellement d'identifier aussi des solutions qui permettent de répondre à un besoin sans faire appel à un produit neuf. On peut aussi, je disais tout à l'heure, faire évoluer les KPI de performance du métier. Et des KPI qui nous ont été proposés par les participants à l'étude, c'était par exemple suivre le taux de réparabilité des produits, qui devrait augmenter, suivre la part des offres considérées comme durables dans les projets en cours ou en tout cas au catalogue, suivre les émissions de gaz à effet de serre associées aux produits qu'on développe, et globalement l'amélioration de l'impact du portefeuille produit. Voilà pour ce métier. Je vous propose, je vérifie juste le temps, on est à l'heure. Je vous propose de passer sur le métier de la supply et de la logistique et de nous partager par chat cette fois les évolutions que vous pensez que ces métiers-là vont devoir mettre en œuvre dans le cadre de la transition écologique. Est-ce que c'est des métiers qui vous inspirent déjà? Ok. Donc Elsa qui parle de diminuer ou d'optimiser le transport, en effet. Mesurer précisément l'impact de la logistique et de la supply également. Intégrer la notion de robustesse dans les chaînes logistiques. Identifier les ressources nécessaires, mettre en place des circuits, enfin, raccourcir les circuits, j'imagine. Comprendre les réglementations environnementales et sociales, qui est un point globalement qui revient dans tous les métiers, ça c'est sûr. Et je vous propose de continuer, et puis si jamais vous avez d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager dans le chat, les connaissances des certifications, en effet. Oui, en effet, le recyclage et le traitement des déchets, que nous, on n'a pas classé dans ce métier-là dans l'étude, mais qui peut en faire partie, en effet. Alors, même structure que tout à l'heure. Ces métiers-là, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont chargés de s'assurer que les clients sont servis avec globalement les bons produits au bon moment, au bon endroit, à la bonne quantité, au bon coût et à la bonne qualité, tout en gardant un contrôle sur les stocks et l'optimisation de la production. Aujourd'hui, ils doivent faire face à deux enjeux, enfin deux défis. Le premier, c'est d'améliorer l'impact et la résilience et la robustesse aussi de la supply chain. Et le deuxième, c'est de permettre la transition des activités vers de la circularité et de la fonctionnalité. Parce que les chaînes logistiques, les supply chains sont aujourd'hui construites de manière à faire descendre des produits depuis les usines vers en tout cas à amener des produits depuis là où ils sont produits jusqu'à là où ils sont utilisés, mais pas du tout à les faire remonter. Et donc ça, c'est vraiment des flux matériels et immatériels différents qu'il s'agit de mettre en place. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail et encore une fois que vous visualisez bien en quoi ça consiste aujourd'hui, c'est des métiers qui ont une partie de veille, de la veille technologique notamment, et de la veille sur les risques qui pèsent sur les chaînes d'opération. Une deuxième partie des missions, ça consiste à planifier, notamment planifier la production et la planification de la production, ça consiste à établir un plan de charge. Donc, c'est on va produire tel produit sur telle machine avec telle personne à tel moment, et ce pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et pour ça, on va avoir besoin de prévoir la demande. Donc ça se fait avec des prévisions statistiques, aussi en collaboration avec le marketing et la vente qui savent les opérations qui peuvent être menées en parallèle et donc qui vont ajuster par rapport à ce qui a été fait en historique.
Et une fois qu'on a prévu cette demande-là, on regarde la disponibilité des intrants, donc les articles de conditionnement et les matières premières, on regarde les capacités des usines et on peut établir le plan de charge et itérer avec les différentes usines. Donc la planification de la production, du sourcing et des flux. Et globalement, ce qu'on cherche à optimiser dans toute cette planification, c'est les coûts et le niveau de service. Le niveau de service, c'est à peu près équivalent au taux de rupture. Et globalement, ce qui va être clé à regarder, c'est les stocks, puisque plus on a de stocks, plus ça coûte à l'entreprise, mais plus ça permet d'avoir un bon niveau de service, puisqu'on n'a pas de risque de rupture. Enfin, modulo de où sont placés les stocks, mais et donc ça, c'est des choses à arbitrer au moment de la planification. Et le dernier point de mission de cette équipe-là, c'est donc la distribution des produits, qui couvre donc les transports et la gestion des entrepôts. La gestion des entrepôts, c'est donc de la réception des marchandises jusqu'à leur réexpédition à partir du moment où il y a une commande. Et la gestion des transports, on va compter dedans la gestion la stratégie des flux, qui comporte notamment la stratégie de répartition des entrepôts sur le territoire et donc les routes d'acheminement. Ça comporte aussi, la gestion du transport, ça comporte aussi beaucoup la gestion des partenaires, puisque c'est souvent quelque chose qui est externalisé. Donc, il s'agit de les sélectionner, de négocier et de gérer les contrats derrière. Et puis, ça comporte le réapprovisionnement des différents entrepôts et magasins. Ces métiers-là, je disais qu'ils ont un premier enjeu qui va être de réduire l'impact de la supply chain tout en essayant d'améliorer sa résilience. Et c'est des choses qui ne vont pas forcément dans le même sens en termes de solutions. Et ça, comme pour les métiers de l'offre, en fait, pour réduire l'impact, il faut déjà les connaître. Donc, on va avoir en effet tout un enjeu à mesurer l'impact de la supply chain. On va veiller sur les impacts. On va aussi veiller différemment les risques, enfin en tout cas une évolution des risques, puisque les risques qui pèsent sur la chaîne d'opération vont évoluer par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. On va avoir davantage de risques de pénurie. Et puis on peut avoir des routes d'acheminement qui peuvent être coupées, notamment en lien avec des sécheresses. On a eu le canal de Panama qui a été coupé pendant plus d'1 mois sur l'année dernière. Et ensuite, pour réduire les impacts de la supply chain, vous avez dit beaucoup de solutions. Je vais peut-être redire des choses que vous avez dites, mais en tout cas, vous avez dit énormément de choses qui sont pertinentes. Il y a une première chose qui peut être mise en place pour réduire l'impact, c'est déjà le volume qu'on commande. En fait, le volume de produits qu'on commande, si on l'écoule pas, ça crée énormément de gaspillage. Et donc, il y a un enjeu à aller commander le juste volume. Donc ça impacte tout ce qui va être de l'ordre de la planification. Mais en fait, il faudra aussi tenir compte d'un enjeu de résilience, puisque je disais, il y a plus de risques de rupture d'approvisionnement. Donc en fait, plus on va aussi essayer de réduire les stocks et donc diminuer le volume à commander, plus on va augmenter le risque, diminuer la résilience. Donc voilà, c'est deux choses, l'impact et la résilience, qu'il va falloir intégrer dans la décision de la planification. La deuxième chose qui peut être mise en place pour réduire l'impact de la logistique et de la supply, c'est en effet de réduire le kilométrage parcouru au global. Et ça peut être fait de différentes manières. Ça va notamment impacter la stratégie des flux, puisqu'on a une partie qui est structurellement conditionnée par la position des entrepôts sur le territoire. Et en fait, si on positionne les entrepôts très très loin des usines, par définition, il y a un trajet incompressible. Et donc, cette stratégie des flux fixe ça et donc conditionne les kilomètres minimaux à parcourir. Il y a d'autres choses qui peuvent être regardées, notamment tout ce qui va être la rationalisation des gammes. Plus on a de produits à approvisionner différents, plus on a de matières différentes à aller chercher, et donc plus on a de trajets différents à faire, et donc plus on fait de kilomètres. Donc, rationaliser les gammes, ça permet de réduire les kilomètres parcourus. Et il y a un enjeu aussi de taux de remplissage. Donc, tout ce qui va être camions, containers, etc., de les remplir au maximum pour pour optimiser le nombre de camions, etc., qu'on met sur la route. Et enfin, on va avoir un levier qui est de l'ordre du report modal. Et ça va notamment impacter ce qui va être choix et négociation avec les partenaires, puisque l'enjeu, c'est de se diriger davantage vers le fluvial, le maritime et le ferroviaire, et de la cyclogistique pour les courts déplacements. Soit on a des partenaires qui sont diversifiés, qui sont capables de répondre à cette demande-là, soit ils ne le sont pas. Dans ce cas-là, on va devoir aller chercher d'autres partenaires.
Donc voilà pour le premier enjeu qui est de réduire l'impact de la supply et en même temps d'augmenter sa résilience. Et donc je disais, il y a un deuxième enjeu qui est de permettre la circularité et la fonctionnalité du modèle d'affaires si l'entreprise souhaite aller vers faire évoluer ce modèle d'affaires-là. Puisqu'en fait, l'enjeu, c'est de remettre en place toute une chaîne remontante et donc d'aller identifier et collecter de la matière première circulaire. Donc ça peut être des invendus, des pertes en production, ça peut être des choses qu'on rachète aux clients, d'acheminer jusqu'à l'entrepôt et donc de faire une reverse logistique si la réparation est effectuée en entrepôt, et ensuite de réparer, de reconditionner, donc d'assurer la disponibilité des pièces détachées, qui est donc une logistique supplémentaire, et de comprendre aussi le niveau de reconditionnement qui est souhaité par le client. De la même manière, et je vais peut-être accélérer un petit peu, de la même manière, ça nécessite des nouvelles compétences et une évolution des KPI. Si je regarde les KPI, aujourd'hui, la supply chain, on regarde son coût en euros en général. Et donc, on peut élargir ce coût-là pour intégrer les impacts et donc regarder le coût global de la supply chain. On regarde aussi beaucoup le délai de livraison en supply chain. Donc, on vise à être toujours plus court puisque plus le client est servi, plus il est content. Et bien de venir moduler ce délai de livraison par le fait qu'on ne recourt pas au transport aérien puisque le transport express est souvent assuré par de l'aérien. Et puis ensuite, on peut suivre l'évolution du modèle d'affaires en regardant le nombre de produits qu'on répare. Et on va finir sur le métier de la finance. Et là, je vous invite, si vous le souhaitez, à lever la main et à nous partager des évolutions que vous voyez pour les métiers de la finance et de la performance avant que j'essaye d'aller un tout petit peu plus rapidement sur ce dernier métier. Oui, Sophie. Oui, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est de faire des awareness, des sensibilisations sur d'autres indicateurs extra-financiers. On a commencé aussi à former les gens sur l'analyse de double matérialité aussi. Voilà, pour commencer à faire transitionner les contrôleurs de gestion vers d'autres KPI en fait, que financiers, que F. Ok, super. Intégrer le temps long dans les analyses, nous dit Clément par écrit. Est-ce qu'une autre personne veut partager? Je vais continuer du coup, puisqu'en fait c'est un métier en effet dont on parle beaucoup en ce moment, notamment si vous avez été à ProDurable, vous savez qu'il y avait tout un étage qui était dédié quasiment à ce sujet-là et qui était sur le sujet de la CSRD. Mais en effet, ce que montrait Sophie, c'est que en fait, ce qui concerne la finance et la performance, c'est plus large que le reporting extra-financier. Enfin, en tout cas, juste entre guillemets juste, parce que c'est quand même conséquent comme travail, mais la publication des résultats extra-financiers. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont chargés d'assurer la création de valeur financière et de garantir la profitabilité de l'entreprise. Sauf qu'ils doivent faire face au fait que aujourd'hui, on doit veiller on se rend compte que le fait d'avoir veillé uniquement à la préservation du capital financier fait qu'on a des capitaux naturels et humains sur lesquels repose l'entreprise, mais globalement la société, qui sont en destruction. Et donc, c'est des métiers qui doivent permettre de veiller à la préservation de ces capitaux-là et donc de piloter une performance qui soit non plus financière, mais qui soit globale. Donc ça, d'une part, voilà, la valeur qui va être suivie et encouragée par ces métiers-là va s'élargir. Et la deuxième chose, ça va être aussi d'encourager la transition du modèle d'affaires, puisque c'est des métiers qui gèrent toute la logique de performance de l'entreprise. Donc, d'aller encourager chacun à travailler pour cette transition. Aujourd'hui, c'est des métiers qui ont globalement 4 pans de responsabilité. L'un va être de gérer les risques et notamment d'identifier une cartographie des risques qui pèsent sur l'entreprise, de les prioriser, notamment en fonction de leur matérialité financière et d'identifier des actions, en tout cas de choisir si on souhaite s'assurer, réduire le risque ou ne rien faire. Ça, c'est pour la gestion des risques. Et ensuite, il y a tout un processus de rendre visible la création de valeur financière, qui notamment part de la collecte de données financières pour arriver au reporting financier, qui a lieu en externe au moins annuellement et en interne beaucoup plus régulièrement. C'est des métiers qui ont pour mission aussi de définir et de suivre des objectifs financiers via notamment la définition des budgets annuellement, mais et leur suivi beaucoup plus régulier, et de l'analyse financière, donc comprendre pourquoi est-ce qu'on performe, pourquoi est-ce qu'on ne performe pas, et leur dernière mission consiste aussi à être plus détachés dans les équipes, être business partner
pour accompagner les équipes dans leurs besoins de suivi de performance et de finances. Notamment, ça consiste notamment à challenger des prévisions financières, de mettre à disposition des outils d'aide à la décision, d'aller chercher des financements pour des nouveaux projets et de décliner les indicateurs à l'échelle des différents métiers. Comme l'a souligné Sophie, l'enjeu, ça va être d'aller piloter des indicateurs, d'autres indicateurs en plus des indicateurs actuels. De piloter une performance globale. Et ça va vraiment affecter, encore une fois, toutes les missions des financiers. Dans la gestion des risques, en effet, tu parlais de double matérialité, Sophie, il y a deux choses. D'une part, les risques qui pèsent aujourd'hui sur l'entreprise et qui sont donc identifiés par les entreprises, par les financiers vont évoluer, puisque ces risques-là évoluent avec les enjeux sociaux et environnementaux, mais ils vont surtout être chargés d'identifier comment est-ce que l'entreprise met à risque les actifs sur lesquels elle repose, et donc elle dépend totalement, et donc d'avoir une analyse en double matérialité. Dans ce qui va être de rendre visible la création de valeur, on va donc devoir rendre visible une création de valeur qui soit globale, donc d'aller collecter des données extra-financières aussi, faire un reporting global, etc. Pour les objectifs, c'est pareil. C'est de la même manière qu'on décline une trajectoire financière pour différents pays et différents échelons de temps. C'est quelque chose qui doit être fait pour l'extra-financier. Si on veut atteindre des objectifs, c'est bien de se mettre un objectif à 2050, mais il faut le décliner pour pouvoir avoir des étapes pour les atteindre. Et ça va entraîner une nouvelle mission, enfin en tout cas une mission plus importante dans l'extra-financier, qui est la définition d'indicateurs. Puisque aujourd'hui, les indicateurs financiers sont des indicateurs qui sont relativement partagés, de rien Astrid. Les indicateurs financiers sont assez balisés d'une entreprise à une autre. Le ROI, l'EBITDA, le chiffre d'affaires, c'est des définitions qui sont communes partout. Là où c'est moins le cas pour ce qui est de l'ordre de l'extra-financier, puisque les méthodologies sont encore en cours et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes d'un secteur à un autre. Donc, les financiers vont avoir un enjeu d'aller choisir des indicateurs ou de définir qui soit le plus pertinent pour leur propre activité. Et enfin, ils doivent se faire des impact business partners, donc d'aller challenger aussi les prévisions extra-financières, d'intégrer des critères extra-financiers dans les outils de la décision pour permettre aux équipes d'arbitrer en tenant compte de ces sujets-là, d'aller chercher des financements pour les projets en faveur de la transition, etc. Hop. Et pour garder un peu de temps, je vous skip juste ça, mais je vous enverrai la présentation. Et je vous demande aussi, est-ce que vous pouvez, peut-être avant de passer à la conclusion et au Q&A, est-ce que vous pouvez mettre peut-être ce que vous retenez aujourd'hui, ou en tout cas s'il y a une chose qui vous a surprise dans la présentation, vous pouvez l'écrire par chat. Je vous laisse y réfléchir, puisque comme ça, on pourra se garder un petit temps de questions. Et je vais rapidement conclure sur des évolutions transverses. En fait, ce qu'on vient de voir, donc là, je vous ai présenté 3 métiers, et je pense que vous voyez déjà se dessiner des points communs entre les différents métiers. Et c'est pour ça que dans l'étude, on a prévu une fiche transverse qui regroupe donc toutes les évolutions communes à tous les métiers. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, mettre son métier au service de la transition écologique, au-delà de l'évolution des missions et des compétences, en fait, c'est réinterroger en profondeur ce que c'est que d'exercer un métier. Donc, exercer un métier aujourd'hui, c'est déjà avoir conscience d'un cadre. Donc, en fait, tous les métiers aujourd'hui ont conscience du cadre et des règles du jeu dans lesquelles ils agissent, et notamment du contexte économique de l'entreprise. Exercer un métier, c'est avoir une finalité, et la finalité, on pourrait dire commune à beaucoup d'entreprises, c'est de satisfaire des besoins de manière rentable. Cette finalité et ce cadre-là, ils orientent les décisions qu'on prend. Et aujourd'hui, c'est des décisions qui sont drivées principalement par le coût, par la qualité et par le fait que oui ou non, ce qu'on va faire répond à un besoin. Donc, ça drive des décisions, et puis ça induit des questionnements qu'on a au jour le jour, pas forcément en lien avec ces missions, mais enfin, dire des espèces de réflexes qu'on va avoir tout le temps. Le premier, ça va être celui de la matérialité financière, et donc de se dire, est-ce que ce que je m'apprête à faire est logique d'un point de vue financier et faisable d'un point de vue financier. La deuxième chose qu'on va se poser comme question un peu tout le temps, c'est est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux optimiser mes activités. Et la dernière, c'est est-ce que je repère des opportunités
pour faire nouveau, pour faire plus, et donc répondre encore plus à la finalité qui m'est demandée. Et puis exercer un métier, c'est aussi avoir des pratiques partagées, puisque tous les métiers, par le fait qu'ils émettent des factures, des devis, etc., et puis ils reportent des chiffres, participent au pilotage de la performance financière, effectuent des achats, ont accès souvent à du numérique via les outils de travail et ont des relations en externe. En fait, ce paradigme-là, il est amené à changer si on veut mettre son métier au service de la transition écologique, et ça concerne vraiment tous les métiers. Déjà, on a un élargissement du cadre dans lequel dont on doit avoir conscience. On doit avoir conscience dans une logique de soutenabilité forte, des limites planétaires, du plancher social et globalement des parties prenantes élargies, notamment le vivant et les générations futures. La finalité change aussi. Il s'agit de satisfaire le juste nécessaire avec un impact net positif, donc avec un minimum d'impact, enfin, les impacts, les externalités négatives réduites à leur seuil incompressible et en essayant de générer du positif pour l'écosystème. Donc, les décisions voient s'intégrer un nouveau critère de décision qui est un critère d'impact, et les questionnements qu'on se pose au jour le jour évoluent. Et donc, quand on a un métier au sens de la transition écologique, on se demande plus uniquement est-ce que ma décision est logique d'un point de vue financier, mais est-ce qu'elle génère de l'impact, et donc dans une logique de double matérialité. Ensuite, l'objectif, c'est plus forcément d'optimiser les activités, et donc de chercher à faire mieux, mais de chercher à faire différemment, et donc de penser plus transition des activités que optimisation. Et enfin, on a conscience que avec la réflexion des ressources, l'objectif, c'est de se recentrer sur ce qui est utile, et donc de passer d'une logique d'opportunité à une logique d'utilité, et de repérer donc des choix et des renoncements. Et enfin, les pratiques partagées, je l'ai un petit peu évoqué avec la performance globale, évoluent, mais c'est le cas aussi donc des achats, puisqu'on a la mise en place d'achats durables, de numérique responsable, et de ce qui va être gestion des relations responsables. Ça, vous pouvez regarder la charte des relations responsables dans la charte RFR, donc la charte fournisseurs et des achats responsables, qui partagent des bonnes pratiques sur ce sujet-là. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions si vous en avez. Et peut-être, Paul, si tu veux dire un mot, je ne sais pas si tu as pu récupérer ton micro. J'ai pu récupérer le micro. Je fais une introduction en conclusion. Désolé, et je vous laisse poser vos questions juste après. Nous, les collectifs, on est une association qui est un réseau de collectifs de salariés engagés pour l'écologie. On aide des salariés des directions à lancer leur propre collectif, et on aide des collectifs existants à grandir en impact, en taille, en lien avec d'autres collectifs. N'hésitez pas si c'est des choses sur lesquelles vous avez des besoins, et on trouvait ça très important de partager les résultats du rapport final de l'étude menée par Emeline chez Nouveau Géant. Parce que c'est concret, comme tu viens de le dire, Sophie, dans le chat, et parce que ça correspond à des réalités qui sont finalement assez peu étudiées sur des métiers transverses comme ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous en servir de cette étude, c'est vraiment le but. À contacter Emeline et plus largement les Nouveaux Géants si vous voulez en savoir plus sur ces différents aspects, à faire vivre ça dans vos réalités différentes. Je sais que parmi les personnes présentes, il y a à la fois des membres de collectifs, des salariés engagés qui n'ont pas encore de collectif, des directions aussi intéressées par ces sujets. Le but, c'est de faire avancer tout ça. Et merci beaucoup, Emeline, d'avoir organisé ce webinaire et plus largement d'avoir mené cette étude. Ça a été beaucoup de boulot. Merci beaucoup. Je vais rester un petit peu, comme on a commencé un petit peu en retard, je vais rester un petit peu après pour, si vous avez des questions, je vous mets juste le lien où vous pouvez télécharger l'étude. Et comme le disait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir vos retours. Donc, si jamais vous pensez que vous avez le temps de la regarder et que vous vous dites, ah tiens, ça c'est un truc qui m'est utile, ou ça c'est vraiment inutile pour moi, c'est des retours qui me sont utiles puisque en fait, on va être amené à refaire des études, à développer des outils, et donc l'objectif c'est de bien comprendre comment vous vous en saisissez pour développer des choses gratuites évidemment, qui vous soient le plus utile possible. Voilà, donc je vous invite à venir me faire des feedbacks, et puis on est à votre disposition si vous avez des questions.